Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après la mise au point cinglante de Séverin Tchunke, promoteur d'Equinox Télévision, Radio Balafon, la rédaction du quotidien Le Jour s'insurge contre les propos infondés du ministre de l'administration territoriale. Le rédac incriminé, lui aussi, retorque en dénonçant des déclarations mensongères et outrageantes contre les défenseurs des droits humains en Afrique centrale et résidant au Cameroun. Ces différents organes de presse et la société civile estiment qu'ils présentent des informations fiables sur l'escalade des violences meurtrières dans les régions anglophones, censée être la préoccupation majeure des ministres de la République. Ils s'expriment en ouverture de ce journal. Rentrée parlementaire à l'hémicycle du Palais des Verts de Yaoundé, alors que les différentes procédures en cours de vérification des incompatibilités viennent à peine de démarrer, des parlementaires de l'opposition appellent leurs confrères du RDPC, députés eux aussi, de transcender les positions partisanes pour servir l'intérêt du Cameroun. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après avoir été accusé de déstabiliser le Cameroun, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale réagit à travers sa coordinatrice exécutive, Maximilienne Ngombe, elle aussi montée au créneau pour dénoncer des déclarations mensongères et outrageantes à l'encontre de son organisation qui travaille en toute transparence. Elle a fait savoir dans un point de presse à Douala que son organisation continue de présenter, de faire le monitoring des violations des droits humains sur le théâtre de la crise anglophone. D'ailleurs, elle a condamné ces attentats survenus en Galim et Bamenda par des hommes armés, attentats survenus dont les cibles étaient essentiellement des soldats, des gendarmes, policiers et d'autres civils qui ont trouvé la mort. Elle se réserve le droit de porter plainte contre le ministre au regard de l'attitude qu'il a eue à l'encontre de cette organisation de la société civile. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Maximilienne Ngombe et les autres membres du bureau exécutif du REDAC rejettent des propos tenus par Paul Atangandi. Le ministre de l'administration territoriale accuse cette ONG et bien d'autres d'avoir reçu plus de 5 milliards de francs CFA par des réseaux occultes pour déstabiliser le Cameroun. Des propos jugés graves par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale qui annonce recourir à des voies prévues par la loi pour que le ministre de l'administration territoriale apporte des preuves de ces allégations. Le REDAC ne pêche pas en eau trouble. Il fait tout dans la transparence. Nous avons un siège connu de tous, y compris des agents de M. Paul Atangandi. Nous avons des comptes bancaires dont les mouvements de fonds sont vérifiables et vérifiés à tout moment par les services compétents. Au lieu que M. le ministre de l'administration territoriale brasse du vent, il devrait plutôt s'évertuer à confondre ses ennemis avec des faits probants et irréfutables afin que nul n'en ignore. M. Paul Atangandi ne doit pas oublier qu'il est injusticiable comme du reste, nous tous, et que le REDAC se réserve le droit de le traîner en justice en temps opportun pour apporter les preuves de ses calomnies. Le ministre de l'administration territoriale donne 60 jours à chaque ONG pour déposer dans ses services les rapports d'activité des exercices 2017-2018 et 2018-2019. Sur ce volet, le REDAC affirme ne pas se sentir concerné par cette interpellation, car ayant déjà rempli sa part du contrat. M. Atangandi sait pertinemment qu'il a reçu du REDAC le rapport d'activité sur les droits humains et les droits des défenseurs 2013-2017. Le rapport sur la documentation des cas de violation des droits humains avant, pendant et après l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Les travaux du 10e anniversaire du REDAC ainsi que les recommandations. Il n'a jamais daigné accuser réception. Face à la presse, la directrice exécutive du REDAC a condamné les massacres de Galim et Bamenda. Disons-le sans embâche et sans fioriture, il s'agit là, ni plus ni moins, d'une cruauté abjecte et inadmissible que le REDAC condamne avec fermeté. La sortie du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale sonne donc clairement comme la réponse du berger à la bergère.
Le promoteur de Radio Balafon a lui aussi réagi. Cyril Bojiko affirme que Radio Balafon n'est pas et ne sera jamais la radio des 1000 collines au Cameroun. Il rappelle qu'en 2018, le président du CNC, le Conseil national de la communication, a félicité Radio Balafon pour son professionnalisme pendant la couverture de la campagne présidentielle. Pour Cyril Bojiko, Radio Balafon offre une information impartiale, complète, défendant les valeurs d'intégrité, d'équité, de fiabilité et de responsabilité. Pour cela, le promoteur de Radio Balafon exige du respect et de la considération car sa radio est un instrument de cohésion et du développement du Cameroun. La rédaction du quotidien Le Jour réagit aussi dans une mise au point. Elle s'insurge contre les accusations grotesques du ministre Paul Atangandi. Dans cette mise au point, la rédaction du quotidien Le Jour précise qu'elle rapporte les faits et publie des informations équilibrées en donnant la parole aux différentes parties impliquées dans un sujet polémique, l'objectif étant de permettre au public de se faire sa propre opinion. La rédaction du quotidien Le Jour rappelle au ministre de l'administration territoriale que la crise anglophone n'est pas dans les médias mais sur le terrain. Quant au présumé financement occulte, la rédaction de ce journal martèle qu'aucun rapport erroné n'a été publié dans les colonnes du quotidien Le Jour contre de l'argent. Pour la rédaction du quotidien Le Jour, l'attitude d'un certain ministre montre à suffisance que le Cameroun n'a pas besoin d'une radio 1000 collines pour s'embraser. Évoquons à présent les réactions de la communauté internationale après les attentats survenus à Bamenda et Ngalim. La délégation de l'Union européenne au Cameroun condamne avec fermeté l'attentat contre un défilé pacifique des femmes survenu le 8 mars 2020 à Bamenda. Dans un communiqué rendu public sur son compte officiel Facebook, elle rejette l'attaque d'un poste de gendarmerie à Ngalim qui a coûté la vie à des civils et des membres des forces de défense et de sécurité. Elle exprime ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. La France aussi a réagi dans un communiqué, la France qui condamne avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées le week-end dernier dans les villes de Bamenda lors des célébrations de la Journée internationale des droits des femmes et Ngalim où plusieurs victimes ont été tuées dont des civils. La France présente elle aussi ses condoléances aux familles des personnes décédées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Ce jour est consacré à la rentrée parlementaire au Cameroun. Après l'élection de nouveaux députés, place à une session de plein droit à l'hémicycle du Palais des Verts de Ngouaekele. L'heure est à la vérification des incompatibilités entre les nouvelles fonctions des députés et les autres fonctions qu'ils occupaient pour certaines des personnalités qui ont été élues comme députés de la nation. D'ores et déjà, des parlementaires de l'opposition exhortent leurs collègues députés RDPC à transcender les positions partisanes pour servir l'intérêt du Cameroun. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Guy Zogo. Une femme à la tête du perchoir à l'Assemblée nationale, le temps de la session de plein droit de la 10e législature qui s'est ouverte à Yaoundé. C'est donc Laurentine Bédé, députée RDPC, réélue de la Meufo et Afamba, qui préside aux destinées de la chambre basse du Parlement comme doyenne d'âge où elle est entrée en scène dans un hémicycle réceptif. Après les usages des circonstances, elle rappelle aux députés les défis à relever. Ces défis sont le développement socio-économique du Cameroun, la paix, l'unité de notre pays, la consolidation de la décentralisation, la cohésion sociale, la stabilité des institutions, l'intégration nationale et le vivre ensemble. Dans une assemblée renouvelée à près de 40%, les nouveaux venus étreignent leurs fonctions comme à l'UDC avec un sentiment de tristesse. Nous venons d'enterrer notre mentor, c'est pour cela que vous nous voyez en bandeau noir. On a de la peine à exprimer la joie, tellement la tristesse que nous éprouvons est grande. Le président Ndamjoya nous a appris à surmonter les épreuves lorsqu'il s'agit de répondre à l'interpellation de la nation. Côté PCRN et SDF, on a hâte d'aller au charbon au profit des électeurs. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Nous pensons que les choses ont commencé aujourd'hui. Demain, nous allons continuer, nous allons achever mercredi. Et nous reviendrons le 17 pour pouvoir
de manière un peu plus accrue, représenter le peuple. Mon objectif, c'est d'attendre très rapidement que nous allions au fond du débat, parce que c'est ce pourquoi je suis là. J'ai hâte de proposer des projets de loi que j'ai dans mon sac et il faut très rapidement que nous y arrivons. Quant au RDPC, on s'attache à la ligne tracée par le président national de ce parti. Je rends grâce au Seigneur davantage qui me permettra demain de pouvoir accompagner nos communautés à travers leurs attentes de projets et répondre efficacement aux projets, à la vision du chef de l'État concernant l'émergence du pays. C'est sous l'angle de la participation, n'est-ce pas, à la construction, à l'implémentation de la politique que définit le chef de l'État, son excellent Paul Biya, dans le sens de légiférer au niveau du Parlement. Mais déjà, quelques points de friction sont à relever suite à la recommandation faite aux députés par la doyenne d'âge d'aller au-delà des clivages, pouvoir-opposition, pour servir seulement la nation. Que la majorité présidentielle l'entende, parce qu'il me semble que ce n'est pas l'opposition qui devrait être la cible de cette interpellation. Nous venons ici et l'opposition est toujours venue à l'Assemblée avec l'esprit de faire que le Parlement légifère et contrôle l'action de l'exécutif pour le seul intérêt de la nation camerounaise. Pendant les 2 jours qui viennent, les 6 commissions formées vont s'employer à vérifier les incompatibilités des députés. Puis viendra la délicate question de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, alors que Kavaïege Djibril n'a pas été aperçu au sein de l'hémicycle. Un important congrès scientifique international était prévu cette semaine à Douala. Il vient d'être reporté à la suite d'une demande du gouvernement invoquant la crise et les mesures sécuritaires concernant le coronavirus au Cameroun. La Société de cardiologie regrette ce report intervenu pratiquement à la dernière minute et reconnaît les mesures à prendre pour lutter contre le coronavirus au Cameroun, alors que 2 cas positifs ont été déclarés jusqu'ici. De nombreux opérateurs économiques éprouvent également des difficultés à pouvoir se rendre en Chine à raison de cette épidémie de coronavirus et les conséquences sont d'ores et déjà visibles sur leur chiffre d'affaires. Ils se plaignent d'un manque à gagner et des changements de fournisseurs qui créent des charges supplémentaires et impactent sur leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Faral Bounia et Julingue Nyondé. La confirmation de 2 cas de coronavirus au Cameroun bouleverse certains commerçants et autres opérateurs économiques. Au marché central de Douala, ils sont nombreux qui expriment leurs craintes et confient ne plus pouvoir se rendre en Chine pour effectuer leurs achats comme ils le faisaient avant, tant qu'il n'y a pas de remède pour éradiquer cette maladie. Ce coronavirus nous fait vraiment très peur. On ne peut pas aussi mettre nos vies en danger pour aller en Chine pour acheter des marchandises tant qu'on n'a pas encore trouvé une solution pour ça. J'étais quand ces maladies n'étaient pas encore, quand c'était pas encore officiel. Oui, mais quand je suis rentré pour repartir là-bas, non, je ne me vois plus d'aller encore en Chine pour le moment. Ça ne va vraiment pas. Parce qu'avec le coronavirus, nous ne pouvons plus aller en Chine. Tout est bloqué, les activités, rien ne marche. Vraiment, on ne sait plus quoi faire parce que c'est là-bas qu'on trouvait notre pain quotidien. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller en Chine. Nous sommes vraiment bloqués dans les affaires. Décriant la chute de leur chiffre d'affaires, les commerçants disent ne plus savoir à quel sens se vouer. Je fais dans les vêtements depuis pratiquement 20 ans. Et je fais la ligne de la Chine. Mais depuis un certain temps, les choses n'avancent pas. Et ça va de mal en pis. Et depuis pratiquement un mois, avec l'avènement du coronavirus qui est en Asie actuellement, c'est venu seulement empirer les choses. Les prix sont allés à la hausse. Et les trucs qu'on prenait à 100 000, maintenant c'est à 200 000. Vous voyez, on ne s'en sort pas. Et maintenant, j'essaie d'aller à Turquie, à Dubaï. Les prix sont devenus très, très élevés. Par voie aérienne aussi, ça ne va pas, on ne s'en sort pas. D'autres plutôt optimistes rassurent qu'ils ont effectué un tour en Chine il y a quelques jours et n'ont noté aucun incident sur leur santé, excepté
la rudesse des conditions de voyage imposées par cette épidémie. C'est pas aussi inquiétant que ça. Quand je suis arrivé en Chine, on a pris des mesures de sécurité, on nous a donné des masques dans le vol. Arrivé en Chine, c'était pareil, on nous a juste contrôlé, on nous a pris des kits pour vérifier la santé, pour vérifier en fait l'état de la fièvre, la température. Ensuite, on est entré en Chine comme d'habitude. Je suis allé dans les quartiers que beaucoup d'Africains vont, Tonton Maquette. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis revenu le lendemain. J'ai repris les mesures de sécurité. Quand nous sommes arrivés au Cameroun, on nous a également pris les températures, on nous a remis les stérilisés pour les mains là. Ensuite, on entre au Cameroun sans souci. Je n'ai pas peur d'aller en Chine. Je n'ai pas peur. S'il faut aller maintenant, je peux bien aller. Il y a une forte délégation, enfin une forte affluence de Noirs en Chine, surtout à Guangzhou. Jusqu'à aujourd'hui, on a des contacts avec tous ces gars qui sont là-bas. Personne n'est inquiet. Le coronavirus, n'ayant jusqu'ici pas encore fait de décès au Cameroun, plonge tout de même les autorités sanitaires et la population dans une inquiétude. Si les mesures sont prises dans les hôpitaux, portes d'entrée et sortie du territoire, notons tout de même que le Cameroun est le 8e pays d'Afrique à être touché par le nouveau coronavirus. Dans le cadre de la riposte à l'épidémie de coronavirus et la prévention de sa propagation au Cameroun, les États-Unis soutiennent le système sanitaire du pays. Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies est présent au Cameroun et travaille avec le ministère de la Santé publique. Une contribution récente de 71 millions de francs CFA et un appui technique sont en cours en vue d'endiguer le coronavirus. Et depuis 2014, 26 milliards de francs CFA d'aide venant des États-Unis d'Amérique ont permis de renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires, de mettre en place des équipements de pointe dans le centre des urgences à Yaoundé, et les personnels de santé sont mieux outillés en matière de surveillance épidémiologique et d'enquête sanitaire sur le terrain. Les méthodes de prévention sont connues: nettoyer, désinfecter régulièrement les objets et surfaces que vous touchez, se laver régulièrement les mains avec du savon ou encore un liquide désinfectant de l'alcool, éviter d'être proche des personnes qui semblent être malades, et le numéro vert reste le 1510 si vous présentez les premiers symptômes liés à cette maladie du coronavirus. Évoquons à présent le premier conseil de la mairie de la ville de Douala, premier conseil de la communauté, avec le nouveau maire élu Roger Mbassane-Diné, a échangé avec les grands conseillers ainsi que les 6 maires des communes d'arrondissement de la ville de Douala. Chacun a reçu ses attributs des mains du préfet du Vouri, représentant l'État à cette cérémonie, de même que cette session était consacrée à la mise sur pied des commissions chargées de la supervision des différents axes de développement de la ville de Douala pour plus d'efficacité dans l'action. Le nombre de commissions est passé de 4 à 6 commissions et 2 grands conseillers venus de l'opposition sont à la tête des commissions mises en place dans le cadre de la ville de Douala. Parmi ces commissions, celle des grands travaux a été appelée à plus d'ardeur au travail pour changer la physionomie de la capitale économique du Cameroun. À présent, je vous propose d'écouter le nouveau maire élu de la ville de Douala, Roger Mbassane-Diné, au micro de nos reporters. Les travaux en commission, vous le savez, représentent un volet très important de vos missions. Il vous donne l'occasion d'examiner en profondeur tous les sujets soumis à votre appréciation. C'est pourquoi je souhaite bien évidemment que tous les membres, tous les conseillers soient inscrits dans une commission. Et je les exhorte à une participation active au cours de tous les travaux de la commission qu'ils auront choisie pendant cette mandature, en ayant bien entendu, nous tous, toujours en esprit que nous devons rendre compte, d'ici 5 ans, aux populations qui nous ont accordé leur suffrage. Parlons à présent de ce projet de construction d'une route reliant Brazzaville au Congo, à Yaoundé au Cameroun. Le Congo qui vient de boucler sa partition dans le cadre de ce projet
le corridor Ouesso-San-Melima, la dernière section Sembe-Swankentam, vient d'être inaugurée en présence du président congolais Denis Sassou Nguesso. Il a salué l'engagement financier de la Banque africaine de développement et les travaux réalisés par l'entreprise chinoise Sino Hydro. À cet événement, la délégation camerounaise était conduite par le ministre des Travaux publics Emmanuel Longa Ndjoumessi. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Nous voici donc à Swanké, en territoire congolais, on dira ville Carrefour. Nous sommes quasiment à cheval sur la route transfrontalière qui va relier le Cameroun au Congo. C'est une route qui part de San-Melima dans le sud du Cameroun pour Ouesso du côté du Congo. Cette route est en pleine construction, notamment du côté camerounais où les travaux sont encore en cours. Mais du côté congolais, ces travaux sont quasiment achevés, ce qui peut justifier cette cérémonie ô combien symbolique et importante lorsqu'on parle de l'intégration sous-régionale. Nous sommes ici à la frontière. Nous voyons la route qui va à San-Melima. Le ministre vient de me dire que d'ici la fin de l'année, tout sera fait. Très bientôt, nous aurons une route qui reliera Pointe-Noire de port, grand port de Pointe-Noire, à l'autre grand port de Cameroun à Douala. Une route qui va relier ces deux grands ports, Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso, San-Melima, Yaoundé et Douala. À ce moment-là, ce sera mission accomplie. On passera le relais à vous, hein, les autres générations. Il faut que vous montriez digne de cela pour poursuivre le développement de l'Afrique. Cette section de route vient boucler la part du Congo dans le projet de construction de la transfrontalière San-Melima-Ouesso, longue de plus de 700 km. L'inauguration de la section Sembe, Swanketam, marque un tournant décisif dans la vie de ce projet et donne sens au déplacement du président de la République du Congo. C'est plus de 400 km de travaux dans la forêt dense, parfois inondée, parfois montagneuse. La forêt toujours, c'est un obstacle immense qu'on a franchi sur plus de 400 km. Et nous pouvons dire que nous sommes fiers de cela. L'inauguration de la route Sembe-Tam, en passant par Swanké, s'est déroulée en présence d'une forte délégation camerounaise, conduite par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ndjoumessi. Une présence d'autant plus significative que le Cameroun s'active en ce moment à achever les travaux qu'il engage sur le corridor San-Melima-Ouesso. Qui mieux que le président de la République du Congo pour toucher du doigt l'effectivité de cette route. Il en a profité d'ailleurs pour visiter le poste transfrontalier commun aux deux pays au niveau d'un Tam, juste derrière nous. C'est la preuve par 4 que Yaoundé et Brazzaville regardent dans la même direction pour ce qui est de l'impulsion du développement à travers un réseau routier moderne et adapté. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et restons dans cette localité congolaise située à la frontière avec le Cameroun, là où les premières retombées socio-économiques sont d'ores et déjà visibles. La facilitation des échanges commerciaux et le désenclavement des localités à fort potentiel économique, c'est l'espoir que nourrissent les populations congolaises en attendant que l'axe routier soit achevé du côté camerounais. On fait le point avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Le projet de construction du corridor San-Melima-Ouesso est considéré par les habitants du Cameroun et du Congo comme une manne venue tout droit du ciel. En attendant l'achèvement des travaux côté camerounais, les Congolais se réjouissent déjà des retombées économiques attendues. Il y a des commerçants maintenant là qui quittent du Cameroun facilement et nous arrivent à s'aimer. Et nous vendent des produits presque moins chers aussi. Donc ça va nous rapporter beaucoup de choses. Même aussi le cacao. Auparavant, on avait des difficultés à la vente du cacao parce qu'il n'y avait pas d'acheteurs. Et maintenant là, nous avons des Camerounais qui ont la facilité de venir rapidement et nous arriver à Sembe pour nous acheter le cacao. Le passage de la route Ouesso-Cameroun, beaucoup de plaisir. On était enclavés.
Mais aujourd'hui, nous avons la route qui est en train de nous relier, les deux pays. Ça fait beau. Et il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de banditisme. Mise en liberté, les gens roulent dans la paix. Et voilà, les deux frontières, il y a la cohabitation. En plus de relier les deux pays et de booster et faciliter les échanges commerciaux, la route transfrontalière en cours d'achèvement va renforcer la coopération déjà dense, tissée solidement au fil des ans entre les peuples frères du Congo et du Cameroun. Je peux dire que maintenant je peux mourir heureux parce que mes fils et mes petits-fils ne vont plus vivre la misère que moi j'ai connue. C'est un besoin que, avant que la route ne soit maintenant construite, bitumée, c'était 85 km. Mais vous ne pouvez pas imaginer que pour faire 85 km, on mettait 8 heures. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Sinon, vous vous embourbiez et vous restez là 24 heures, 48 heures. Alors aujourd'hui, je crois que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut, en contrepartie, rendre au président Denis Sassou Nguesso. La route qui serpente en plein cœur de la forêt équatoriale a été cofinancée par la Banque africaine de développement et l'État congolais. Du côté du Cameroun, les travaux s'accélèrent pour livrer en juin 2020 la section Mintom-Tambalam en passant par Lélé, longue de plus de 120 km. La reprise des travaux sur le tronçon Sameli-Madjoum en passant par Bikoula est également porteuse de beaucoup d'espoir. L'espoir que d'ici la fin d'année, l'on pourra partir de Samelima dans le sud de Cameroun pour Ouesso au Congo en empruntant une route bitumée d'environ 700 km qui relie les deux pays. Au-delà des questions d'intégration régionale, l'aggravation des crises sécuritaires continue de plomber les stratégies de lutte contre la pauvreté en Afrique centrale. Et pour cause, de nombreuses dépenses sont effectuées sur le théâtre de la lutte contre l'insécurité. Les experts de la CEMAC tirent la sonnette d'alarme, invitant les pays concernés, notamment le Cameroun, à tout mettre en œuvre pour amener la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et consacrer les dépenses relatives à la sécurité pour améliorer les politiques de développement public et de lutte contre la pauvreté. Ces experts se sont également exprimés sur les arriérés de paiement des dettes dans la sous-région Afrique centrale. Le secteur privé en paye le prix fort. La morosité du climat des affaires inquiète au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Évocation avec François Dicoumet et Donald Brice Kamgan. Le non-respect des délais de paiement, c'est le tendon d'Achille des politiques budgétaires de tous les pays de la CEMAC, apprend-on du Collège de surveillance multilatérale de la sous-région. Le groupe d'experts qui achève 2 jours de travaux à Douala explique cet état de fait par des défaillances dans la gestion des dettes dans tous les 6 pays de la CEMAC, où aucun ne parvient à respecter ces critères majeurs de convergence économique. Est-ce que l'information passe bien au niveau de la structure de gestion des finances publiques de nos pays? Parce que ça aussi. Est-ce qu'à date T, on maîtrise l'encours de la dette? Est-ce qu'à date T, on sait que la dette est payée réellement? C'est tous ces problèmes qu'il faut étudier parce qu'il faut informatiser les départements, les services pour qu'au moment T, on sait qu'on a payé telle dette parce qu'on doit payer à cette date. Le délai de paiement est de 90 jours dans la zone CEMAC. Or, dans certains cas, les États accumulent jusqu'à plusieurs années de dettes dues aux entreprises avec des conséquences néfastes sur les affaires. Des difficultés qui se justifient par une autre, les crises sécuritaires vers lesquelles les États de la CEMAC orientent désormais une bonne partie de leur budget. Il faudrait que la sécurité puisse s'installer d'une façon durable, de telle manière que les investisseurs viennent et que ce qui est réservé aux investissements aille aux investissements et non à la lutte pour la sécurité. Mais de façon globale, le Collège de surveillance multilatérale de la CEMAC note une bonne tenue des finances publiques malgré tout en 2019, une consolidation de la croissance passée à 2%, mais une croissance qui devrait être inclusive en contribuant à la lutte contre la pauvreté et le chômage des masses. La situation des sinistrés de Ngouaché est loin de s'améliorer au regard des blocages décriés sur la construction des maisons d'habitation dans le cadre d'un projet auquel participe Equinox Télévision et Alain Foka. Ces populations sinistrées s'insurgent contre les autorités municipales, Bafoussam 3e, qui sont à l'origine de ces blocages. Ces populations ont manifesté pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie depuis cette catastrophe survenue en Ngouaché. Évocation avec Leclerc Sakem.
Devant les services de la mairie de Bafoussam 3e ce mardi matin, une foule de personnes indignées, hommes, femmes et enfants, tous des rescapés de la catastrophe de Ngouassé, mobilisés pour exprimer leur colère face à l'arrêt des travaux sur le site de recasement qui leur avait été consacré. Il a arrêté ces travaux, nous-mêmes ne comprenons pas le pourquoi. Parce que c'est depuis des mois que nous vivions aussi. On nous a donné le terrain, nous donné les papiers, qu'on ne nous autorise même pas de construire. Parce qu'il y a un plan dessus. Et ce plan, c'est un plan que nous, on ne peut pas. Parce qu'il est en train de dire que nous, on a accepté le plan. En acceptant le plan, on se disait que le gouvernement devait nous donner de l'argent. Bon, dans le cas où il n'y a pas l'argent et que les hommes de bonne volonté viennent nous aider, on met le pied sur ça. Nous sommes arrivés ce matin à la mairie de Bafoussam 3e parce que depuis qu'on nous a attribué les attestations de parcelles, nous n'avons jamais eu l'autorisation de commencer à construire. Les travaux de construction d'une quinzaine de maisons sur le site de Ngouassé, initiés par quelques bienfaiteurs à travers le projet Rebâtir Ngouassé, sont aujourd'hui aux arrêts. L'autorité communale qui a ordonné la cessation des activités sur le site relève le non-respect des plans initiaux. Des plans qui avaient été élaborés de commun accord avec les autorités gouvernementales. Et donc, certains détails semblent toujours pas être pris en considération selon les plaignants. Le plan accepté ne peut pas, nous on ne peut pas concrétiser le plan vu le défaut des moyens. On était dans des maisons en terre battue. Nous, on n'a pas fait de maisons en parpaing ni des toitures américaines. Bon, maintenant, on nous exige qu'on va faire des grandes maisons, des budgets de 5 millions de francs, que nous, on ne parvient même pas à manger. Et on nous oblige de faire le plan en disant que les sinistrés, ils ont accepté le plan. Donc, l'histoire d'accepter le plan, nous, on se disait qu'on devait nous donner de l'argent pour qu'on construise. Nous, on n'a rien. On nous a détruit là, avec tous les moyens qu'on avait. Tout était fini. Le dû quotidien de ces déguerpis ne les prédisposerait donc pas à s'arrêter au rythme souhaité par les autorités. Toujours dans l'attente des promesses gouvernementales à cet effet, ces sinistrés continuent de broyer du noir. L'alimentation, l'écolage des enfants et la santé ne sont pas les choses les mieux partagées. Nous apprenons qu'une réunion est prévue dans les tout prochains jours avec l'autorité municipale de la commune de Bafoussam 3e. En attendant, la saison de pluie pointe à l'horizon. Restons dans la région de l'Ouest où après l'inhumation du docteur Adamoun Damdjoya à Fumban, le professeur Maurice Kamto s'est rendu à la résidence du défunt pour adresser un message de réconfort à la famille éplorée. Une cérémonie s'est déroulée en présence de l'épouse du docteur Adamoun Damdjoya. Patricia Tomaino a salué la présence du président du MRC et s'est exprimée sur les valeurs éthiques, sociales et morales qui avaient constitué le credo de l'illustre disparu. Ensuite, le président national du MRC s'est rendu sur les lieux où le docteur Adamoun Damdjoya a été inhumé. Le professeur Maurice Kamto s'y est recueilli quelques minutes. Ensuite, il y a déposé un arbre de la paix. Ces actes ont été posés en présence des membres de la famille du docteur Adamoun Damdjoya et des militants du MRC et de l'UDC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autour et ses invités en direct d'Equinox, en direct du plateau d'Equinox Soir à Yaoundé. Merci de rester sur cette même antenne.